Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo 100% avocat au Québec. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on commence à devenir avocat ici, quelles sont peut-être les difficultés, les pressions qu'on peut avoir. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc mon nom à moi c'est Gabrielle Lauzon. Très bien, et tu es donc avocate ici au cabinet Riendo et tu exerces donc quelle spécialité? Moi je fais du droit criminel et aussi du droit pénal. Très bien, et tu as commencé, tu as prêté serment il y a combien de temps? J'ai prêté serment en janvier 2023, donc ça fait à peu près 6 mois que je pratique, peut-être un petit peu, pratiquement 1 an, mais sinon on a eu un stage de 6 mois avant, donc ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dans la pratique. Très bien, super. Alors, donc tu pratiques en droit criminel, pourquoi avoir choisi cette spécialité? Je dirais que c'était vraiment relié aux cours que j'ai eu à l'université. Là, on dirait que le baccalauréat en droit au Québec est très axé sur le droit civil, probablement comme en France en fait. Alors que plus au Canada, c'est plus axé sur la common law. Et les seuls cours qui m'ont vraiment comme attiré au baccalauréat, c'était les cours de droit criminel et pénal. Donc c'est là que la passion est venue. Là. Je savais que j'ai fait un stage dans mon parcours pour le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc là, je savais que c'était le domaine que je voulais faire. C'était ta prédilection, super. Très bien. Et donc, quand tu prêtes serment, ensuite, tu lances ta carrière vraiment quand on devient avocat. Toi, tu as choisi de travailler ici. Est-ce que tu as une raison particulière d'être venue au cabinet Riendo? Je dirais que Riendo m'avait beaucoup attirée en tant que stagiaire au départ parce que j'avais déjà eu d'autres bons commentaires comme quoi c'était très instructif comme place pour les jeunes avocats, qu'on était très bien encadrés. C'est aussi que je me voyais pas non plus... j'avais 23 ans quand j'ai terminé l'université, donc je me voyais pas bâtir tout de suite, toute seule ma carrière de manière individuelle. Je me voyais plus travailler en cabinet, apprendre de seniors, d'avocats qui ont plus d'expérience que moi, puis pour par la suite justement avoir plus d'expérience puis d'aide. Très bien. Et au niveau de l'école des avocats, est-ce que tu as des connaissances ou des amis qui se lancent directement en tant qu'indépendants? Oui, j'en connais très peu parce que des avocats qui pratiquent en droit criminel au Québec, on est vraiment une toute petite partie. La plupart des autres jeunes de mon âge qui terminent leur parcours universitaire vont plutôt faire du droit civil pour des grands cabinets, des grandes entreprises. Donc, oui, il y en a quelques-uns qui démarrent leur pratique privée, ils font leur stage de 6 mois, ils apprennent de leur maître de stage et par la suite, ils démarrent leur pratique privée, mais aussi, c'est comme souvent des partages de dépenses un peu. C'est des avocats qui sont à leur compte, mais qui s'aident entre eux. Très bien, oui, ce côté très fraternel un petit peu entre eux. Ok, très bien. Et donc quand tu t'es lancée en tant qu'avocat, tu as prêté serment, tu es arrivée ici, tu as accueilli tes premiers clients. Quel sentiment tu as eu? Un peu le syndrome de l'imposteur, je dirais. Oui! Du fait que c'est beaucoup de nos clients qu'on a déjà, on les a quand on est stagiaire. Et là, soudainement, du jour au lendemain, on est avocat. Les risques sont comme plus élevés, la charge de responsabilité, le fardeau qu'on se met nous-mêmes sur nos épaules même. Donc, je dirais que on dirait que par contre, de recevoir des nouveaux clients quand tu es avocat, là au moins tu as moins le sentiment d'infériorité de t'es plus stagiaire, tu es avocat, mais il y a encore quand même un peu le syndrome de l'imposteur de t'as des adultes de 40, 50, 60 ans qui mettent littéralement leur vie entre tes mains. Donc, puis là, tu es une jeune avocate de 24 ans qui semble savoir qu'est-ce qu'elle fait, mais en réalité, c'est du essai-erreur. Ok, très bien. Et quel conseil tu pourrais donner là à un avocat qui se lance demain et qui va accueillir son premier client? Quel conseil tu lui donnes? Moi, j'ai toujours agi avec prudence. Je pense que c'est toujours de ne pas parler à travers son chapeau, qu'on essaye de démontrer de la confiance puis de montrer qu'on connaît nos affaires. Mais en réalité, je pense que c'est toujours mieux quand quelqu'un arrive avec une question qu'on ne connaît pas la réponse, de ne pas faire semblant de plus en connaître puis de s'aventurer, de plutôt agir avec prudence et de vraiment s'informer auprès d'avocats plus expérimentés. Bien réfléchir la chose avant de donner une réponse juridique. Exactement, puis d'avoir confiance en ses compétences aussi. Je pense que ça, c'était vraiment ma difficulté au départ non, ça fait longtemps que tu as fait ce parcours-là, tu travailles là-dedans maintenant, de plus avoir confiance en fait que tu sais qu'est-ce que tu fais, ça prend juste
le petit boost de confiance. Tout à fait, et ça permet justement de balayer ce syndrome de l'imposteur aussi, que tu nous expliquais juste avant. Très bien, et qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien en tant qu'avocat criminaliste? Je dirais que de faire des représentations à la cour, moi, c'était vraiment qu'est-ce qui m'attirait aussi du droit criminel, parce que en droit civil, les représentations à la cour sont plus espacées dans le temps, moins souvent. Moi, ce que j'aime en droit criminel, c'est que pratiquement à chaque jour, on est à la cour. Ça, j'aime vraiment énormément ça. Puis le fait de se présenter souvent devant un juge amène un certain stress d'aller au tribunal. Mais sinon, je dirais que vraiment faire des représentations à la cour, puis faire la préparation de ces représentations-là, de rencontrer les clients aussi. Ça, c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais, mais de donner un avis juridique sur leur situation, c'est vraiment quelque chose, je m'attendais pas à aimer autant ça, ce contact client-là, mais de savoir qu'on aide les gens puis qu'ils sont reconnaissants, c'est vraiment une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Que tu aimes beaucoup. Ok, très bien. Et quelle est la chose la plus difficile, peut-être, dans ton quotidien en tant qu'avocat criminaliste? Le plus difficile, je dirais que c'est peut-être la pression qu'on se met nous-mêmes, parce que sans le savoir, les gens nous mettent beaucoup de pression. Les clients qu'on représente, les charges sont très lourdes sur leurs épaules, donc ils mettent souvent tous leurs espoirs en nous. Et nous, on ressent cette pression-là de performer, d'avoir des bonnes ententes, de faire le mieux. On travaille pas au résultat, on est là pour défendre la personne dans le meilleur de ses intérêts. Des fois, ça va pas nécessairement comme on veut. Donc, je dirais que c'est cette pression-là de performer qu'on se met beaucoup, de vouloir satisfaire tout le monde. Et je dirais aussi peut-être de vraiment faire la coupure entre le travail et la maison. Puisque nos clients, par exemple, ça les suit toujours, tout le temps, on se fait appeler le matin parce que quelqu'un s'est fait arrêter, on se fait appeler la nuit, on se fait appeler les fins de semaine. C'est vraiment d'essayer de décrocher un peu de ça et de ne gérer que les urgences, sinon on va craquer. C'est ça le problème, oui, tout à fait. Et est-ce que, par exemple, à Montréal, il y a ce côté un peu concurrence entre les cabinets d'avocats dans une spécialité, par exemple, donc ici en droit criminel? Moi, en droit criminel, je ne l'ai pas vraiment senti. Je l'ai senti quand que je faisais du droit civil. Quand j'ai eu des stages, ça, je sentais un peu la compétition entre les grosses boîtes, les gros cabinets. Je dirais qu'en droit criminel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un sentiment de fraternité, de collaboration entre les avocats, parce qu'on est dans un domaine où beaucoup d'avocats ont leur pratique privée. Ils sont vraiment un peu, je dirais pas livrés à eux-mêmes, mais tout seuls. Donc, c'est beaucoup d'avocats tout seuls qui doivent s'entraider pour bien fonctionner. Donc, on a même un groupe Facebook de tous les avocats criminalistes du Québec qui se partagent pas nécessairement des informations dans un dossier, mais qui s'entraident sur quoi faire, si certains peuvent les dépanner pour des représentations, des trucs comme ça. Donc, c'est trop sympa. Ok, très bien. Donc, tu as prêté serment, tu as un bagage universitaire de qualité. Est-ce qu'au fur et à mesure de tes années, tu vas continuer à apprendre? Est-ce qu'il y a une formation professionnelle, une formation continue quand on est avocat? Oui, quand on est avocat, pour faire, dans le fond, quand on termine le baccalauréat, on n'est pas encore avocat. On est simplement diplômé on est bachelier en droit, on est juriste. Il faut il faut faire l'examen de l'ordre du barreau et par la suite, il faut faire le stage de 6 mois pour être assermenté avocat. Mais par la suite, pour continuer à faire partie de l'ordre, il faut accumuler 30 heures de formation professionnelle. À chaque année, je pense. Il me semble que c'est aux années. Et donc ça permet justement de se tenir au courant de les nouveaux dossiers, la jurisprudence, l'avancement du droit dans notre domaine. Nous, on est un domaine qui roule énormément. Il y a des nouveaux jugements qui sortent à chaque mois. Donc, c'est vraiment très important de se tenir à l'affût du droit pour bien conseiller nos clients, justement, parce que des dossiers qui peuvent durer 2 ans, le droit a le temps de changer entre-temps. Puis ça fait en sorte, justement, qu'on se tient encore à jour en déontologie, non seulement, mais aussi sur l'état du droit et de nos connaissances, pour être sûr que les connaissances qu'on a acquises pendant le bac sont pas nécessairement les mêmes qu'on a maintenant dans la vie de tous les jours. Ok, très bien. Et j'aimerais bien te poser des questions un petit peu sur le système pénitentiaire. Je ne sais pas si tu seras à même de répondre à certaines questions. Juste pour faire une petite comparaison en fait, avec ce qui se passe en France, parce que nous, en France, on a un énorme problème au niveau pénitentiaire, à savoir la condition des détenus. Est-ce que, ici au Québec, les détenus ont
leur dignité humaine qui est bien respectée dans les centres? Je dirais que ça dépend énormément des districts et des endroits, des différentes prisons et pénitenciers. J'ai plusieurs clients qui soit sont en détention ou l'ont déjà été. Je dirais que la prison la plus problématique au Québec, c'est Bordeaux. C'est connu. Il y a des recours collectifs en ce moment contre cet établissement. Vraiment, comme c'est un manque de ressources, manque de personnel. Donc, ça fait en sorte que les détenus sont un peu livrés à eux-mêmes et dans des conditions déplorables, effectivement. Pour ce qui est des autres places un peu plus régionales, moi, j'ai un client qui m'a rencontré cette semaine qui vient tout juste de sortir de détention. Lui, il était à Trois-Rivières, puis avant, il était à Rivière-du-Loup. Des places, somme toute, plus éloignées où il n'y avait pas de plainte à faire en tant que telle. Je veux dire, c'est la prison, c'est pas un forfait vacances, non, mais ça, c'était somme toute correct dans certaines places, mais je dirais que dans le Grand Montréal, c'est plus problématique qu'en région. Je pense que c'est ça, Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire si ici au Québec, la peine de mort est abolie ou pas? C'est aboli au Canada depuis... ça fait un moment de ça même, je pense. Non, c'est plus... nous, c'est la peine de prison à perpétuité. Vous l'avez, d'accord. Oui, mais nous, comment ça fonctionne, c'est la prison à perpétuité, mais c'est 25 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Ok, oui, c'est à peu près comme en France, on a à peu près cette perpétuité-là, entre guillemets. C'est ça, en fait, il y en a des personnes qui vont purger leur peine jusqu'à perpétuité parce qu'ils n'ont fait aucune amélioration, aucun parcours en détention, mais le but au Canada, vraiment, c'est la réhabilitation, la réinsertion sociale. Donc, je veux dire, ces peines-là de prison sont aussi pour punir la personne, mais aussi pour lui permettre en détention de s'améliorer, de travailler sur elle-même. Les personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas droit à leur libération conditionnelle, c'est parce que la commission juge qu'ils n'ont pas fait le travail suffisant pour être libérés, mais il y a des cas tellement médiatisés qu'on sait que cette personne-là ne ressortira pas. Mais il y en a qui y ont droit. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. En France, on rencontre le problème, toujours dans le milieu pénitentiaire, de la surpopulation carcérale. Quelles sont les solutions que vous avez ici au Québec pour justement désengorger un petit peu les prisons? En France, par exemple, il y a le bracelet électronique, il y a également la liberté... la semi-liberté. De votre côté, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose qu'on a aussi ici, l'engorgement des prisons. Il y a récemment, ça c'est dans la dernière année, il y a l'emprisonnement par sursis qui est devenu éligible pour beaucoup de nouvelles infractions auxquelles c'était pas possible avant. L'emprisonnement par sursis, c'est peut-être ce que tu veux dire par la semi-liberté, c'est le fait que c'est la prison à la maison. Oui, d'accord. Emprisonnement dans la collectivité qui appelle. Donc, que la personne, techniquement, c'est une peine de détention ferme, une peine de prison ferme, mais que tu purges dans la collectivité, donc que tu ne peux sortir que pour aller au travail. Pendant, mais il y a un système de bracelet, j'imagine. C'est un peu? Système de bracelet, c'est plutôt dans des conditions de remise en liberté. Alors que l'emprisonnement avec sursis, il n'y a pas nécessairement de bracelet, mais c'est plutôt que tu vas recevoir souvent des appels de ton agent de probation et tu dois être présent à la maison pour recevoir cet appel-là. Si tu n'es pas là, tu ne réponds pas à l'appel, ben là, il y a un prix. Donc là, tu es à risque de perdre cette remise en liberté-là. Donc, ça, c'est quelque chose que, justement, je pense que le gouvernement a ouvert à plusieurs nouvelles infractions pour justement désengorger les prisons. Tout à fait. Et il y a également le système de semi-liberté, à savoir que un prisonnier peut finalement la semaine être en ville et le week-end en prison. Nous c'est la détention de manière discontinue qu'on appelle et c'est seulement éligible pour les peines d'emprisonnement de 90 jours et moins. Donc toutes les personnes justement pour des dossiers par exemple de faculté affaiblie, les personnes qui se retrouvent en récidive, maintenant la nouvelle peine est minimum 30 jours d'emprisonnement. On propose souvent justement au procureur de la couronne que la personne puisse le purger de manière discontinue pour justement que la personne puisse conserver un emploi et tout de même purger sa peine. Mais par contre, ça amène aussi des problèmes, ce type de détention-là, parce que on a des clients parfois qu'ils se présentent la fin de semaine pour aller faire leur détention. Et les gardiens de sécurité les revirent de bord pour leur dire on est plein. Donc ils signent leur coupon comme quoi la personne s'est présentée pour sa fin de semaine d'emprisonnement, mais qu'il n'y avait pas de place pour le recevoir. Donc, donc il y a ce système-là qui est mis en place. Très bien. Écoute, je tiens à te remercier pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le cabinet Riendo, c'est tout en bas dans la description de cette vidéo. Merci encore pour ton temps. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Au revoir. Merci.